génie environnemental, maître de conférence à l'Hyper ISFRA de Katibougou. Docteur Ba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Robert Dissa et merci pour l'invitation. Merci surtout à vous de l'avoir accepté. C'est un plaisir. Merci. Notre second invité est Dr Bakary Toumagnon, socio-anthropologue de la santé et expert en santé publique internationale. Il est promoteur de l'EHESP Mali, école privée des hautes études en santé publique du Mali. Dr Toumagnon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lisa. Merci vraiment à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Notre second invité, donc, Dr Toumagnon, est auteur de La santé des femmes et des enfants au Mali, un enjeu de santé publique internationale. Il est aussi co-auteur de plusieurs publications, dont celle-là, Médecine traditionnelle et art divinatoire, Bakary Toumagnon, Rokia Sanogo, Suleiman Dao et Salia Malé, co-auteur également de Changement climatique et savoirs locaux, paix, résilience et développement intégré au Mandé, sous la direction justement du docteur Toumagnon et de Sergio Giovanni. Et enfin, il est aussi co-auteur de cet ouvrage avec Sergio Gianni, Espace, Société et Santé, les rites de passage. Préface faite par Madjou Yatara, qui est le promoteur du festival des Kouris de Sibi. Notre troisième invité, mesdames, messieurs, est le docteur Moussa Koné. Il est spécialiste en santé publique, sous-directeur de la lutte contre la maladie à la direction générale de la santé. Docteur Koné, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Dissa. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Merci. Notre quatrième invité, mesdames, messieurs, est Dr Modibo Soumaré, médecin, promoteur de la clinique Défi Santé. Dr Soumaré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci beaucoup. Tout le plaisir pour moi. Mesdames, messieurs, quant à vous, installez-vous confortablement. Nous partons pour une bonne heure d'échange avec nos invités. Docteur Koné, nous entendons parler maintenant de coronavirus. Qu'est-ce que c'est au juste? Merci. Et je tiens à remercier d'abord monsieur Dissa, à travers lui, la chaîne Africable et tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Effectivement, coronavirus, on en parle beaucoup, ça fait couler beaucoup d'encre. Et c'est un virus à couronne. Donc, il fait partie de la famille des virus à couronne. À couronne? Oui, oui. Et c'est pour cela, comme ils ont la couronne, c'est pour cela qu'on appelle coronavirus. Ok. Donc, il faut reconnaître que dans le temps, il y a eu des épidémies qui étaient dues à d'autres coronavirus. Et l'épidémie de cette année ou de la fin de l'année 2019, début 2020, dû à un nouveau virus de type coronavirus qu'on a nommé nouveau coronavirus ou alors le Covid-19. Alors comment la première personne l'a attrapé, ce virus-là? La toute première personne. Voilà, donc ça c'est une question fortement épidémiologique. Aujourd'hui, les connaissances que nous avons nous permettent de dire que l'épidémie est partie d'une province en Chine qu'on appelle la province de Wuhan, qui est une agglomération d'environ 11 000 habitants. Et dans cette province, il y a des marchés où on vend surtout des animaux sauvages. Donc quand on remonte dans l'historique, on va savoir qu'effectivement la transmission de coronavirus, ça c'est l'hôte intermédiaire. Avant la transmission à l'homme, des animaux qui peuvent être des animaux domestiques et également des animaux sauvages comme la chauve-souris. Donc la précédente épidémie qui a eu lieu en Arabie Saoudite, l'hôte intermédiaire identifié a été le chameau. Et cette fois-ci, pour le moment, on n'est pas trop fixé sur l'hôte intermédiaire qui a pu transmettre à l'homme ce Covid-19. Mais il n'y a pas des hypothèses? Donc des hypothèses sont en cours, des recherches sont en cours, donc on ne va pas se permettre de s'y aventurer tant que scientifiquement la preuve scientifique n'est pas établie. D'accord. Merci, docteur Koné. Docteur Soumaré, nous dit-on également que cette maladie est très contagieuse. Quelles sont les voies de contamination? Et à nos connaissances, je vous remercie. Et il est évident que c'est une pathologie de type grippal qui s'attrape par les voies respiratoires. Mais aussi, il est établi aujourd'hui que ça peut se transmettre
par la bouche, le nez et les yeux. D'où la nécessité aujourd'hui de faire des méthodes barrières qui permettent de réduire au maximum la transmission. Évidemment, c'est une maladie très contagieuse, comme vous le savez. Et quand ça a apparu en Chine, et la Chine est un pays où tout le monde entier se sert, donc il est évident que ça va se disséminer à travers la planète. C'est que le cas aujourd'hui, c'est devenu carrément une pandémie. Il va falloir qu'on regarde de près les modes de transmission et alors adapter aussi la réponse ou les réponses qu'on va donner en tenant compte de nos réalités locales. Justement, mais il se trouve qu'il y a une grande psychose. Les gens ont vraiment peur. Docteur, est-ce que nous avons raison d'avoir aussi peur? Et je vous dis, j'ai vu des vidéos, j'ai échangé avec des confrères. Il faut avoir vraiment peur de cette pandémie. Il y a eu, dans l'historique des pandémies ou des épidémies, ça a fait parfois des millions de morts. Donc, si cela est, et surtout, la transmission se fait par voie aérienne, par voie buccale, et on sait que, surtout chez nous, les techniques utilisées pour limiter la transmission dans les pays développés, ou en tout cas dans les pays riches, ce serait presque inimaginable qu'on puisse les réaliser ici. Dans les méthodes de confinement, et je ne vois pas comment aujourd'hui au Mali on peut les réaliser. Il va falloir sélectionner, adapter la réponse. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un protocole national malien qui tienne compte des réalités du Mali. Et je sais qu'il y a un couvre-feu à partir de 21h, mais quand je me promène en ville et que je vais au grand marché, je viens d'une obsèque comme ça. Et quand je suis arrivé, on m'a servi du thé, j'ai décliné pour dire que les grains qui existent aujourd'hui autour des thés, il est évident qu'on ne peut pas regarder ce qui s'est passé en France et la réponse française et dire on va dupliquer ça ici. C'est bon de mimer, mais il faut tenir compte de l'environnement et des réalités locales. Mais avant d'arriver là, docteur Soumaré, pouvez-vous nous parler des mesures jusque-là préconisées, toutes les mesures officiellement préconisées? Et pour commencer, c'est d'abord les mesures d'hygiène. C'est laver régulièrement les mains, parce qu'on peut malencontreusement toucher un plateau qui est infecté, c'est gratter l'œil et c'est parti. Deuxièmement, les mesures de distance, les réflexions sont pour aujourd'hui qu'il y ait au moins un minimum d'1 mètre entre les personnes pour éviter la transmission directement. Et troisièmement aussi, il va falloir qu'on tienne compte de si on trouve une personne qui est infectée, qu'on la déclare et qu'on l'isole. Donc, à partir de là, et quand on tousse soit dans un mouchoir ou dans le coude. Et c'est pas suffisant, parce que si le virus est déposé sur, par exemple, le boubou, et que vous l'enlevez, vous donnez à quelqu'un, il peut attraper. Donc, il vaut mieux décontaminer aussi ses habits après avoir toussé dedans. Donc, c'est des mesures très simples, mais parfois très difficiles à réaliser. Aussi, les masques médicaux aujourd'hui qui permettent quand même de faire barrière. Si vous toussez, que vous ne puissiez pas jeter les particules chez l'autre personne. Et en même temps aussi, si l'autre aussi a son masque, même si vous ne l'avez pas, en toussant, lui, il peut se protéger. Donc, c'est un certain nombre de règles aujourd'hui qu'il va falloir éviter de se serrer la main, parce que personne ne sait la main des uns vient d'où. Donc ça, c'est un certain nombre de mesures aujourd'hui qu'il va falloir respecter. D'accord. Voilà. Merci, docteur Soumaré. Docteur Toumagnon, au compte de l'école privée des hautes études en santé publique du Mali, vous êtes présentement sur une étude mobilité épidémiologique et distanciation sociale face au Covid-19. Alors, que pensez-vous en fait de toutes ces méthodes préconisées jusque-là? Déjà, docteur Soumaré avait commencé par dire
son désaccord avec certaines mesures. Et vous, qu'en pensez-vous? Merci beaucoup, Odissa. C'est assez intéressant et mon collègue a parlé d'incertitude, de peur. Nous sommes dans une période d'incertitude. Et les épidémies sont souvent accompagnées d'incertitudes. D'accord? Mais la particularité de cette épidémie, c'est que malgré ce qu'on dit au niveau médical, on n'a pas suffisamment de réponses. C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment de production scientifique sur l'épidémie. Donc il y a une incertitude au niveau scientifique. Ce qui laisse la place aux rumeurs, aux représentations, tout ce que nous connaissons. La réponse politique doit se fonder sur la réponse scientifique. Mais le temps de la production scientifique est en retard sur le temps de l'épidémie. C'est-à-dire que l'épidémie se propage plus vite que la production scientifique. Donc vous voyez dans quelle situation ça nous donne. Et la réponse donnée par l'État, quand on regarde, c'est une réponse sociale. Distanciation sociale, c'est une réponse sociale. On va dire aux gens, il faut agir sur vos comportements, mais ce n'est pas un vaccin ou ce n'est pas un médicament. On va dire aux gens de travailler sur leur comportement. On ne travaille pas sur le problème en tant que tel, mais sur le comportement de l'individu pour qu'on puisse mettre en place des mesures barrières. Voilà. Donc, en réalité, ces mesures, comme la décision, la logique décisionnelle politique ne vient pas de la logique épidémiologique parce qu'il n'y a pas suffisamment d'informations. Donc, en réalité, ce qui nous permet de constater dans différents pays, pas seulement au Mali, et des différences entre logique politique, logique épidémiologique et réaction sociale, c'est-à-dire comment les gens se comportent, n'est-ce pas? Et on a beaucoup de contradictions dans nos dispositifs aujourd'hui au Mali. Ce n'est pas pour mal faire, c'est qu'on n'a pas assez de recul, d'ailleurs. Donc, c'est ce qui nous intéresse, nous. Analyser la logique politique, la logique de l'épidémie et même les réactions sociales. Et je pense, le problème aujourd'hui au Mali, il n'y a pas, souvent, on ne tient pas compte de ces aspects sociologiques, anthropologiques. Alors que l'épidémie du VIH, en réalité, au début, il n'y avait pas de réponse. Mais c'est les sciences sociales qui ont beaucoup produit, qui ont beaucoup accompagné le monde médical, n'est-ce pas? Donc voilà, et c'est tout cela que nous essayons d'analyser dans notre recherche et de mettre à la disposition des décideurs un outil d'aide à la décision. Voilà grosso modo ce que nous sommes en train de faire. D'accord, mais est-ce que vous voyez déjà une cohérence ou plutôt une incohérence entre les décisions politiques et les pratiques sociales? Alors, je vais vous citer quelques exemples. Et j'ai dit qu'on n'a pas de réponse médicale aujourd'hui. Donc, quand vous regardez, en temps de crise, en temps d'urgence sanitaire, la décision sanitaire ne peut pas être une décision démocratique. C'est une décision verticale. Et tout le monde suit. Parce que la vie même de la nation en dépend. Donc, en ces moments-là, en termes de décision, si la réponse, si c'est le confinement, si c'est la distanciation sociale, vous voyez par exemple le marché, les transports, n'est-ce pas? En même temps, les gens doivent continuer de vivre. Donc cette dispersion, ces dispersements de réponses, parfois le citoyen lui-même ne comprend pas cela. D'accord? Donc il y a une forme de survie alimentaire, économique, mais aussi survivre face à l'épidémie. D'accord? Donc on constate une contradiction entre certains lits, on les ferme, certains lits, on les laisse ouverts, alors que la décision sanitaire dans une période de crise doit être une décision verticale appliquée à tous les niveaux. Donc, grosso modo, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est ça qu'on constate aujourd'hui. L'étude n'est pas finie, c'est en cours. On verra ce que ça va donner. Merci, Dr Toumagnon. Dr Ba, d'un point de vue environnemental, qu'est-ce qui expliquerait, selon vous, l'apparition cyclique en fait, de ces types de maladies, SRAS, Ebola, maintenant Covid-19? Ok, merci pour cette question. Avant de répondre à la question, j'aimerais quand même avoir une pensée pour tous ceux qui sont victimes de cette maladie et aussi rendre un hommage particulier à tous ces hommes et ces femmes du corps médical et de toute leur assistance parce que c'est des gens qui mettent en avant leur vie pour protéger le public. Je pense que ça doit être quand même mentionné. Voilà, maintenant d'un point de vue environnemental, effectivement les épidémies sont aussi nombreuses, aussi vieilles que la vie sociale. Okay? Parce que si vous regardez aujourd'hui, peut-être la question qu'il faut se poser, pourquoi il y a
une telle fréquence aussi élevée des épidémies, spécifiquement virales, contrairement aux années passées. C'est-à-dire qu'il faut, quand vous partez au-delà des années 80, c'est difficile de voir des épidémies qui apparaissent aussi vite que ça n'apparaisse depuis les années 80. Et quand vous regardez de près, vous voyez le facteur environnemental. Le facteur environnemental, pourquoi? Parce que c'est à partir des années 70 jusqu'à 80 qu'on s'est rendu compte que la déforestation, on en fait beaucoup. L'agriculture intensive l'agriculture et l'élevage intensif, on en fait beaucoup. Il y a aussi un commerce illicite et peut-être incontrôlé souvent des animaux sauvages qui fleurissent partout. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle la résistance aux antimicrobiens, qui relève un peu du domaine environnemental des polluants émergents, parce que de plus en plus, on se rend compte que il y a des micro-organismes qui existent dans la nature qui se sont adaptés aux produits pharmaceutiques qu'on a synthétisés pour lutter contre ces micro-organismes. C'est ce qu'on appelle la résistance aux antimicrobiens. On en avait parlé une fois dans le cadre des polluants émergents pour d'une de vos émissions. Ensuite, il y a évidemment le changement climatique. Alors, je vais essayer brièvement parce que développer tout ça ne peut pas se faire en l'espace du temps qu'on a. Mais quand vous prenez la déforestation, le fait que on détruit les forêts, et les forêts, c'est les habitats naturels des animaux sauvages, des insectes et toutes les espèces qui vivent en dehors de l'espace humain. Maintenant, quand vous détruisez cet espace, qu'est-ce qui arrive? Donc, vous dispersez toutes ces espèces. En dispersant toutes ces espèces dans la nature, donc vous multipliez la probabilité que ces espèces rentrent en contact avec l'habitat humain. Et c'est là que les vecteurs de maladies rentrent en jeu pour la transmission des maladies qui étaient normalement des maladies animales aux hommes qu'on appelle les zoonoses. Alors, maintenant, il faut voir du côté de l'agriculture intensive. Prenez juste Bamako et faites un peu le tour de la périphérie de Bamako. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de fermes d'élevage de poulets, de bovins. Maintenant, il y a même une pratique qu'on voit à Bamako. Vous voyez que souvent même le bétail pâture dans les poubelles ou dans la ville. Alors, donc, qu'est-ce qui arrive? Dans tous les cas, que ce soit le monde humain ou même le monde animal, chaque monde a ses maladies. Donc le fait qu'on est en train de bouleverser les pratiques naturelles d'élevage ou bien d'agriculture qui existaient avant, on développe un stress. Si vous prenez le cas des poulets, vous prenez un certain nombre de poulets, vous cantonnez dans une case. Donc, vous créez un stress sur ces espèces animales. Okay? Et qui dit stress, les médecins le confirmeront certainement, dit réduction du système immunitaire. Ça veut dire que ces animaux deviennent plus enclins à développer les maladies parce que les anticorps qu'ils avaient au départ pour lutter contre certains micro-organismes qui étaient dans leur code, dans leur patrimoine, là, puisque leur système immunitaire est affaibli, ils développent plus de maladies. Maintenant, puisque ce sont les hommes aussi qui font cet élevage, donc ces maladies développées, c'est par exemple le cas des grippes, et le coronavirus en est un exemple. Donc, cette maladie animale peut maintenant contaminer l'homme. C'est là qu'on va parler. Donc, au lieu d'avoir une épizootie, donc une épidémie au sein du milieu animal, maintenant, il y a un transport de cette maladie du monde animal vers le monde humain, et ce qu'on appelle les zoonoses. Alors, donc ça c'est un exemple. Et vous avez vu, Dr Kone disait tantôt que parmi les hypothèses qui sont en train d'être avancées, on sait qu'en Chine, à Wuhan, là où la maladie est apparue, il y avait un commerce très développé des animaux. Et d'ailleurs, moi, je vais plus loin que lui, puisque lui ne voulait pas dire les hypothèses avancées. On pense que c'est à partir soit du pangolin, soit de la chauve-souris. Ça, c'est les deux hypothèses les plus avancées pour étendre les animaux à partir desquels on a attrapé le coronavirus actuel, qui sévit actuellement. Donc ça, c'est les facteurs environnementaux. Et vous avez aussi, comme je l'ai dit, la résistance aux antimicrobiens. Vous savez que souvent, même dans nos pharmacies ici, souvent même si vous voulez aller prendre un médicament juste contre le palu, systématiquement, ils vous donnent souvent des antibiotiques. Oui. Alors, le fait qu'on a déversé, on a abusivement utilisé souvent certains antimicrobiens, y compris les antibiotiques, ça s'est retrouvé dans l'environnement
grande quantité, parce qu'on était en train de le faire, il y a eu une accumulation. Et donc, puisque vous savez que les micro-organismes ont une capacité de mutation pour s'adapter, donc les micro-organismes ont développé des capacités à résister contre ces antimicrobiens. Donc, c'est ce qui fait que souvent, quand il y a des épidémies de ce genre, avant même que ça en atteigne le stade de pandémie, souvent, on n'a pas la réponse médicale appropriée. C'est ce que Dr Toumagnon disait tout à l'heure. C'est des réponses sociales qu'on apporte, mais qui sont très importantes quand même, parce que c'est la prévention, on est dans la prévention. Voilà, c'est quand même très important. Bon, ensuite, on a parlé du changement climatique. Les changements climatiques vont faire effectivement la même chose que la déforestation ou bien le commerce illicite des animaux sauvages. Parce que qu'est-ce qui arrive? Avec les changements climatiques, les forêts disparaissent petit à petit, tous les habitats sont dispersés. Donc vous avez une migration de population, que ce soit de la même façon que les humains quittent les zones désertiques où il ne pleut pas pour aller chercher des terres fertiles. Les animaux font la même chose, parce que si les forêts disparaissent, c'est leurs habitats qui disparaissent. Donc quand leurs habitats disparaissent, donc ces animaux vont aller migrer, et souvent ça augmente le contact avec le monde humain. Par exemple, on a vu dans les pays nordiques souvent des ours polaires qui descendent maintenant dans certaines villes au nord, au Canada ou ailleurs, n'est-ce pas? Donc la même chose se passe chez nous. Vous allez voir des animaux sauvages qui, nuitamment, souvent, pénètrent dans les zones urbaines. Mais souvent, c'est les zones urbaines aussi qui ont empiété sur ces zones. Disons grosso modo que le changement climatique aussi favorise ce bouleversement des habitats. Donc ce qui fait que les réservoirs qui étaient réservés pour certains micro-organismes avec certains animaux se retrouvent maintenant dans le monde humain et les zoonoses auxquelles on fait face. Et la pandémie actuelle en est juste un exemple. D'accord, merci docteur Ba. Docteur Koné, à l'échelle nationale, au niveau de la Direction générale de la santé, comment s'organise la lutte contre ce virus? Merci. Avant d'aller à cette question, je pense que cette émission est très intéressante parce qu'il faut reconnaître que depuis quelques années, nous sommes dans ce qu'on appelle le One Health. Le One Health, une seule santé. Donc si on parle d'une seule santé, c'est-à-dire qu'on prend en compte non seulement les aspects environnementaux, on prend en compte les aspects vétérinaires et les aspects de la santé humaine, de la santé vétérinaire et de l'environnement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la lutte même contre cette épidémie à coronavirus, nous avons des épidémiologistes maliens qui sont déployés sur le terrain. Et parmi ces deux épidémiologistes, vous avez le personnel de santé. Vous avez également des environnementalistes qui sont dedans et vous avez également des spécialistes en santé vétérinaire. Donc ça veut dire que maintenant, de plus en plus, que ce soit les épidémies, parce qu'on s'est rendu compte que non seulement l'environnement agit sur l'homme, l'homme agit sur l'environnement, les animaux agissent sur l'homme, l'homme agit sur les environnements, et puis vice-versa. Donc de plus en plus, nous sommes dans une seule santé qui va permettre, comme mes collègues, mes prédécesseurs l'ont dit, à aller vers la santé globale, la santé de l'homme, la santé des animaux et la santé de l'environnement, pour qu'on puisse vivre en symbiose. Donc, par rapport aux stratégies qui sont développées par le ministère de la Santé, il faut reconnaître que une grande part, c'est-à-dire que face à toutes les épidémies, on a 4 phases. Première phase, c'est-à-dire qu'il faut tout faire pour que l'épidémie ne rentre pas. On a développé des stratégies. Deuxième phase, nous avons des cas, nous avons enregistré des cas. Donc, il faut essayer de circonscrire ces cas. Il faut nous amener ce qu'on appelle le pic épidémiologique. Et ensuite, après, il faut travailler pour arriver à la situation de départ, c'est-à-dire une situation normale. Donc, comme stratégie principale, c'est la prévention. Dans la prévention, comme mon collègue a eu à le dire, on s'appuie surtout sur la sociologie. Donc, il faut faire adopter à la population des comportements qui puissent permettre non seulement de prévenir la maladie, d'éviter sa propagation, et même d'assurer une meilleure prise en charge pour ceux qui ont été infectés. Dans ces préventions, on va surtout s'appuyer à travers les masses médias, comme ici, ça c'est des activités de prévention que nous sommes en train de faire. Également, vous avez constaté le Centre national d'information et d'éducation pour la santé, le CNIEX, depuis quelques temps, fait des sketchs, et fait des affiches, fait des supports de sensibilisation qu'ils essayent de mettre à la disposition du maximum des gens.
Donc on s'appuie beaucoup sur la prévention. Docteur Soumaré a eu le dire, il faut avoir le réflexe de se laver les mains, il faut avoir le réflexe de se mettre à 1 mètre de distance. Tout ce qui est recommandé pour éviter, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a dit, il faut adopter ces comportements. Et tout cela rentre dans ce qu'on appelle le volet global de la prévention. Après la prévention également, il y a la prise en charge. Dans cette prise en charge, des efforts ont été faits. Aujourd'hui, à la date où nous sommes, l'hôpital du Point G est équipé pour prendre en charge. L'hôpital du Point G a environ 100 lits. L'hôpital du Mali a environ 100 lits. Également, il y a le PUSV, c'est-à-dire l'ex-SENAM, qui s'appelle aujourd'hui l'hôpital de dermatologie, a également une vingtaine de lits. Et on est en train de voir également des stratégies de confinement. Et des sites ont été identifiés, dont je ne vais pas parler ici, tant que ce n'est pas chose acquise. Donc après, il y a la formation du personnel. Donc après cette formation du personnel, parce qu'il faut prélever les cas, il faut analyser les cas, il faut traiter les cas. Et donc dans cette lutte, le personnel médical est extrêmement important. Donc, dans toute stratégie, vous convenez avec moi que les ressources humaines sont la première des ressources dont on dispose, avant les ressources matérielles, les ressources financières. Donc, il faut protéger ce personnel médical qui va être en contact avec les cas. Et on s'y attelle. Des formations ont été faites, des équipements sont disponibles et des sensibilisations sont faites partout dans les hôpitaux pour vraiment protéger le personnel soignant. Ensuite également, comme stratégie, il y a une coordination qui a été mise en place. Et comme je vous l'ai dit, il y a la coordination nationale qui est présidée par M. le ministre de la Santé, qui tous les jours, journalièrement, tient une rencontre avec tous les directeurs généraux. On fait le point sur la situation, on dégage les points d'action. Et on responsabilise et on poursuit l'épidémie. Après, il y a un comité de crise qui est mis en place, qui est présidé par le professeur Akouri, qui en tant qu'aujourd'hui responsable du règlement sanitaire international est de facto responsable de la coordination de cette lutte contre Covid-19. Donc, dans ce comité de crise, vous avez les représentants des services techniques qui sont là aussi, qui préparent des choses. Au niveau régional, on a activé, au niveau CERT, on a activé ce qu'on appelle les comités de crise, que ce soit régionaux, les comités de crise, que ce soit au niveau cercle. Donc, d'une manière générale également, après c'est la coordination dans cette lutte également, on essaye de développer les partenariats, que ce soit partenariat public-privé, partenariat avec la société civile, avec tous ceux qui peuvent apporter quelque chose à cette lutte contre le Covid-19 en général et la maladie. D'accord, merci Dr Koné, Dr Soumaré. En regardant alors cette stratégie, nous pouvons dire que nous avons de grandes chances de pouvoir éviter le pire. Et j'espère bien. Et je suis acteur du secteur privé. Donc je suis clinicien, donc en première ligne. Je pense peut-être parler au nom en tout cas apporter la parole des structures privées qui aujourd'hui semblent n'avoir pas été très très répertoriées dans cette lutte. Et j'ai été choqué par, comme beaucoup de Maliens, quand j'ai vu la dépêche de l'AFP qui nous disait qu'il n'y avait que 2 respirateurs au Mali. Moi, j'ai dit déjà, au niveau de ma clinique, il y en a 2, plus un concentrateur d'oxygène. Il est extrêmement important que des démentis formels soient faits à ce niveau. Mais surtout, il est important aujourd'hui d'associer les secteurs privés. Je ne sais pas si l'évaluation a été faite. Il y a des centaines de cabinets et de cliniques aujourd'hui au Mali. Et au sein de beaucoup, il y a des respirateurs. Je pense qu'il faut pousser les ministères à répertorier ces respirateurs. Et pourquoi pas, au besoin, réquisitionner un cabinet, une clinique, un centre, si le pire arrivait. Malgré que tout cela amène les gens à avoir peur, moi, je me dis la spécificité de l'Afrique
peut-être, et surtout de notre pays, fait que il y a espoir. D'abord, on sait que les personnes les plus âgées sont les plus exposées et font les formes les plus graves, généralement. Et cela ne veut pas dire que les jeunes personnes n'en font pas. Ça, c'est extrêmement important. Et selon les informations que j'ai entendues par ça, il y a un bébé de moins de 3 mois qui en est décédé, mais c'est des cas isolés. Aussi, l'environnement, la température qu'il fait. On sait qu'en Europe, même les campagnes de vaccination contre les grippes, ça s'est fait pendant les périodes les plus froides. Et heureusement, peut-être pour l'Afrique, ça c'est arrivé à un moment où il fait le plus chaud dans nos pays. Et peut-être ça, ce sont des facteurs qui vont permettre peut-être de limiter les dégâts. Mais ce qui est préoccupant, c'est, en tout cas à mon avis, de ne pas se cantonner sur les mimétismes de ce qui s'est passé en Europe. Je suis artisan qu'on isole ou qu'on confine un certain nombre de catégories de personnes. Les personnes les plus âgées, des personnes qui ont des antécédents pulmonaires ou cardiologiques très lourds, mais aussi des personnes qui sont sous anti-inflammatoires. On sait qu'une personne qui est sous anti-inflammatoire, qui chope l'infection, peut faire la forme la plus grave. Donc, pour moi, on doit mettre l'accent sur le confinement ou l'isolement de ces personnes. Maintenant, aujourd'hui, dire qu'on va demander à tout le monde de rentrer, de fermer boutique, de rentrer la nuit, et le matin, voir le grand marché rempli, voir les mariages se faire normalement, vers les funérailles, je pense qu'on passe à côté. On passe à côté, on empêche le boulanger de travailler la nuit, parce que c'est la nuit, et on lui laisse travailler les jours. Donc, il va falloir réfléchir sur quelle stratégie adopter. Et je suis convaincu que le Mali, notre pays, n'a pas les moyens de confiner sa population. Donc, si nous mettons l'accent sur le confinement, ça va être un échec. Et montrez-moi un cadre qui aujourd'hui qui peut faire 15 jours à la maison sans travail, qui n'a pas de problème. Bon, je regarde la vendeuse de beignets, les réparateurs, qui se lèvent le matin pour aller travailler. C'est à 10h qu'il envoie 500 francs à la maison pour qu'on puisse manger à midi. Ouais. On lui dit, on va le confiner, ça va poser problème. Donc c'est pourquoi je dis, il faut adopter des stratégies qui soient adaptées à notre réalité. Je prends un autre exemple. Aujourd'hui, on a fait tellement peur aux populations, sortez pas, on va vous bastonner. Je pense d'abord que je suis un défenseur des droits de l'homme. On n'a pas à bastonner les Maliens. On n'a pas à prendre les mauvais exemples des autres. Ces images choquantes qui montrent des personnes bastonnées, punies, comme si... Ah non, on peut verbaliser, on peut sensibiliser. Je prends un exemple, moi j'ai fait ma thèse sur les grossesses extra-utérines. Une jeune dame qui fait sa grossesse extra-utérine, qui fait une rupture, qui, parce qu'elle a peur, parce que je sors, les policiers sont là, on va dire, oui, je vais attendre demain matin. Demain matin, il aurait fait son hémorragie interne, va en mourir. Donc il est extrêmement important qu'on respecte les mouvements des populations de la nuit, des malades, des personnels de santé, et des personnes qui vont travailler. Parce que c'est de se donner une bonne conscience de confiner tout le monde, d'interdire tout le monde de sortir à 21h. Mais le matin, il y a 500 personnes dans 1 mètre carré. Et au grand marché, il va falloir choisir. Parce que, d'ailleurs, certains n'ont pas manqué de dire, ben, c'est comme si le virus ne circulait pas la nuit. Parce que le matin, on retrouve des choses qui sont pires. On met fin, on dit aux restaurateurs aujourd'hui de mettre la clé sous la table parce que c'est interdit. On peut bien être. Aujourd'hui, on fait une émission, on est 1 mètre chacun. On peut le faire adopter des mesures comme ça. Les gens, ça va réduire la pression. On peut laisser les gens aller au resto, mais respecter les distances de 1 mètre, 1 mètre 50. Si on n'adopte pas des attitudes, un protocole national malien réfléchi par des scientifiques et des intellectuels maliens, au cas malien, ce serait un échec. Ce serait un échec. C'est bien beau de faire peur aux gens. C'est une maladie très contagieuse. C'est une maladie qui peut tuer. On va pas. Il y a certaines parties des statistiques qu'on peut faire exprès de cacher parce que ça va dire aux gens, eh ben, c'est un truc banal. Le taux de létalité. La létalité, aujourd'hui, moi, je préfère ne pas en parler parce que ça peut encourager certaines personnes de sortir. Mais je dis le confinement, l'isolement. Le confinement, l'isolement. J'ai travaillé sur le VIH-Sida
avec l'UNESCO, avec le PNUD, avec l'ONU-SIDA. J'étais parmi ceux qui disaient, parce que quand on parlait, oui, il faut privilégier l'abstinence en milieu jeune. J'ai dit, je n'utiliserai pas cette méthode. Aujourd'hui, utiliser l'isolement de toute la population contre le Covid-19 au Mali, c'est comme si on veut lutter contre le VIH en milieu jeune, au lieu de dire porter les préservatifs, leur dire de s'abstenir. Pour moi, c'est exactement la même chose. Donc, il va falloir que le plan ou le protocole national de riposte contre le Covid-19 en tienne compte, que par nous-mêmes, on réfléchisse en tenant compte du Malien, en tenant compte de l'environnement où nous sommes, en tenant compte de l'état de paupérisation de nos populations pour adopter une riposte qui tienne la route. D'ailleurs, c'est pourquoi, au niveau de mon ONG, je suis en train de concevoir un projet d'appui au ministère et former à la limite même des pères éducateurs qui vont pouvoir échanger avec les uns et les autres. Parce qu'on sait que le numéro vert qui est en marche, c'est pas facile même de l'avoir. D'accord. Merci, docteur Soumaré, docteur Toumagnon. Peut-on parler désormais d'une gouvernance mondiale, en fait, de santé publique? Je vais être sincère avec vous, pas du tout. Pas du tout. Moi, je m'intéresse il y a longtemps sur la question de la santé mondiale. L'OMS est appelée à être, en tout cas, la structure qui gère cette gouvernance mondiale. Ouais, aujourd'hui, l'OMS a un rôle de leadership, de coordinateur et tout ça. Mais je ne suis pas sûr que le rôle de leadership, que l'OMS arrive vraiment à le faire. On le sait. Il y a beaucoup de structures qui interviennent au niveau de la santé qui, en fait, essayent de suivre leurs lignes directrices. D'accord? Qu'est-ce que l'OMS dit? Par exemple, l'OMS n'a jamais recommandé à ce que je sache la fermeture des frontières. C'est ce que je sache, en tout cas, ce que je vois, ce que je constate, et je fais une étude dessus. Mais pratiquement, tous les pays ont adopté la fermeture des frontières, par effet de mimétisme un peu. D'accord? Alors, je suis anthropologue, mais aussi spécialisé en santé publique. Moi, je ne suis pas convaincu que la fermeture des frontières soit la meilleure des réponses. Je ne suis pas sûr. Et je doute sur l'efficacité de la fermeture des frontières. D'accord. L'épidémie a eu deux phases. La phase verticale, ça venait d'ailleurs importé et intracommunautaire. On a découvert le premier cas, je pense, le 24 mars. Le 24 mars. Ici. Ici au Mali. Si, voilà, le 24 mars. Mais en réalité, on ne peut pas le vérifier, mais on sait que, vu notre mobilité, l'épidémie était déjà là. C'est que le temps de la découverte, le temps que l'épidémie soit... C'est pas la même chose. D'accord? Donc, aujourd'hui, l'OMS n'arrive pas à jouer le rôle de leadership. Non. Chaque État, en fonction de ses intérêts économiques, politiques, en fonction de sa logique, c'est ça qu'on constate d'ailleurs sur la réponse. Voilà. Les pays africains sont en train de suivre. Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, au niveau mondial. Et dans un premier temps, le président américain ne voulait pas suivre la décision commune, d'accord, pour des logiques économiques. La Grande-Bretagne, la même chose, d'accord, et même aussi dans nos pays. Donc, l'OMS n'arrive pas, en tout cas, à mettre en place cette gouvernance mondiale de la santé. D'ailleurs, l'OMS demande une seule santé. Mon collègue a parlé des maladies animales, des maladies humaines. Une seule santé. Notre collègue l'a dit. C'est un vœu, c'est quelque chose qu'on souhaite. Mais on n'arrive pas, en termes de terrain, on n'arrive pas à avoir une seule santé. C'est-à-dire que les spécialistes vont travailler en tant que médecins, en tant que vétérinaires, en tant que sociologues. Mais la santé publique, c'est pas ça. C'est ça que je dis tout le temps aux médecins. La santé publique, c'est une interconnexion des disciplines. Sciences sociales, épidémiologie, et l'environnement, etc., etc. C'est pour cela qu'au sein de notre laboratoire de recherche, nous sommes carrément privés. Nous avons essayé de mettre en place un modèle d'analyse qu'on appelle ESOSAP. E comme espace, territoire, environnement, SO comme société, SA comme santé et P comme politique. ESOSAP. C'est-à-dire que sur une question épidémiologique, nous allons essayer de prendre la dimension environnementale, comment la société est organisée, quelle est la décision politique
ou par rapport à la décision ou à la pratique sanitaire. C'est ça que nous essayons de faire, mais nous le faisons en privé. On n'a pas de soutien. Et quand il y a un problème sanitaire, les médecins font un travail formidable. Il faut vraiment souligner un travail formidable. Mais je dis que la réponse ne sera pas pour le moment médical. Et le confinement même au niveau mondial, ça ne peut pas continuer. Parce que la logique économique va prendre le dessus sur la logique, n'est-ce pas, épidémiologique. Notre monde est un monde de mobilité. Notre civilisation est une civilisation de mobilité. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la réponse, on nous demande de déplacer le champ de l'épidémie. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que l'épidémie qui était au niveau macro-social, au niveau de l'espace public, on a dit tout simplement, vous restez chez vous. C'est-à-dire que vous vous déplacez avec l'économie et avec l'épidémie chez vous. Comme si chez soi, l'épidémie ne circule pas. N'est-ce pas? Donc on déplace, oui, l'effet qu'on peut dire. C'est-à-dire, bon, ça va ralentir l'évolution, en fait, je vais dire, à la contagion de l'épidémie. Mais l'épidémie va continuer. Le temps, c'est là qu'on va arriver à jouer sur le temps. Pour des raisons aussi, pour ne pas engorger les urgences, les hôpitaux. Mais en sociologie, je dis, on demande aux gens d'aller mourir chez eux. En fait, c'est cela. On demande aux gens, on déplace le champ de la recherche, en fait, le champ de l'épidémie, vous allez mourir chez vous. L'OMS, qu'est-ce que l'OMS a dit? Vous parlez de santé mondiale. Tester, 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 tester. Je n'invente pas, c'est le mot. Mais est-ce que nos États sont en train de le faire? Comment on fait les tests? À quel niveau? Qui est testé? Qui est testé? Donc, il y a une lutte de logique. Logique politique, logique sociale, logique épidémiologique. Comment tirer la conclusion de tout cela? Il faut que le groupe, les experts qui travaillent sur cette question au niveau national, il faut qu'ils intègrent les autres chercheurs. Il faut qu'ils arrivent à nous appeler à faire une contribution sociologique, anthropologique, parce que la décision est sociale. Et je pense que les médecins font un travail formidable, mais ils ne sont pas préparés pour ça. Sur les comportements, vous demandez de changer les comportements. Un médecin n'est pas un spécialiste du comportement, je suis désolé. Donc, c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. Et vraiment qu'on essaye au niveau macro, au niveau mondial, au niveau africain et au niveau, n'est-ce pas, au niveau du Mali. Et terminer sur un mot, rapidement. C'est pas le virus qui fait l'épidémie. C'est pas moi qui le dis, c'est Norval Guillard qui le dit. Un grand spécialiste de ces questions-là. Il dit, mais en fait, c'est les hommes qui font l'épidémie. Parce que les hommes sont appelés à changer d'espace, n'est-ce pas, avec leur mobilité. Donc, c'est les hommes qui font l'épidémie en réalité. Sinon, le virus a toujours existé, le virus est toujours là, les bactéries sont toujours là. D'accord? Donc, dans notre monde, dans notre civilisation moderne, nous aurons à faire face à ce genre de choses. Donc, les réponses seront des réponses sociales, anthropologiques, etc. Le temps que la recherche peut faire mettre en place un vaccin, il faut du temps. L'épidémie ne va pas attendre, n'est-ce pas? Donc c'est ces dimensions que nous essayons d'analyser et que nous essayons de mettre à la disposition des autorités, en fait, qui souhaitent notre expertise. Merci, Dr Toumagnon, Dr Ba, Dr Soumaré, qui ne voit pas tellement la pertinence du couvre-feu, Dr Toumagnon, qui ne voit pas tellement la pertinence de la fermeture des frontières, et vous? Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Dr Soumaré. Et Toumagnon aussi, il y a des aspects sur lesquels je suis d'accord avec lui. Par contre, il y a quelque chose qui m'a fait plaisir quand j'ai entendu Dr Kone parler. Il a dit qu'en réalité, dans le cadre du programme One Health promis par les instances internationales, en réalité, même pour cette crise, ils ont des équipes pluridisciplinaires. Il y a des environnementalistes, des sociologues, etc. Donc ça m'a donné un peu d'assurance. Non, j'arrive. Ça m'a donné un peu d'assurance. Parce que la question que je m'étais posée, parce que moi je lis les communiqués qui sont diffusés chaque jour par le ministère de la Santé au Mali, et je regarde la télé, je m'informe sur le plan national, je suis bien informé, en tout cas, selon les informations qui sont mises à notre disposition. Je m'étais posé la question, est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire juste une gestion médicale de cette crise? Et cette gestion médicale, j'ai comme l'impression qu'il y a des décisions politiques, politiciennes, derrière la gestion médicale. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si vous prenez le couvre-feu comme vous le dites, mais la question du commerce des mortels est pertinente. Mais donc le virus ne circule que la nuit et pas la journée. Ça, c'est le réflexe. On n'a pas besoin d'être un académicien pour comprendre ça. Ce n'est pas le cas, tout le monde le sait. Quand vous prenez même au-delà, pour faire un lien avec la sociologie,
Pourquoi est-ce que dans la journée, on laisserait un menuisier ou bien un maçon aller travailler et la nuit, on empêcherait aux bouchers ou bien au restaurant de faire son job? Moi, je trouve ça comme une décision purement discriminatoire entre les fils d'un même pays. La réponse, je trouve qu'elle n'est vraiment pas adaptée pour le moment. Elle ne me rassure pas sur le plan adaptation, même si j'ai eu l'espoir, sachant qu'il y a une équipe pluridisciplinaire. Mais est-ce qu'on tient compte, on a tenu compte des aspects économiques de tout ça? Rien qu'hier soir, au journal de la chaîne nationale, on a vu que les premières personnes à être reçues pour que l'État puisse apporter son appui, c'était le secteur bancaire. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que même dans les pays les plus capitalistes, c'est pas ce qu'on est en train de faire. Les premières personnes à qui on doit apporter assistance, ce sont les populations pauvres qui ne peuvent pas survivre avec les restrictions de liberté dues aux décisions politiques qui sont en train d'être mises en place. Vous avez vu même certains de nos pays ont décidé, un pays voisin a décidé que 2 mois de factures d'électricité et d'eau, l'État prend ça en charge. Un autre pays voisin, vous avez vu, c'est pratiquement 1 million de ménages seront alimentés pendant, je ne sais pas, 2 mois ou combien. Et nous, notre réponse ici, c'est de montrer des images à la télé pour soutenir le secteur bancaire. J'ai dit pour le moment, je ne sais pas quelles sont les décisions qui viennent. En tout cas, pour le moment, ce qu'on voit n'est pas du tout rassurant. Maintenant, quelle solution j'aurais proposé? Je ne suis pas un spécialiste de tous ces domaines, mais je peux quand même dire certaines choses. Dans un premier temps, il faut être cohérent dans les décisions. Qu'est-ce que ça veut dire être cohérent? Puisque nous n'avons pas la possibilité de confiner tout le monde, il faut multiplier les campagnes de sensibilisation, d'éducation sur les mesures d'hygiène et des mesures de distanciation. Et ça, je rejoins parfaitement ce que disait le docteur Soumaré. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec lui quand il pense que souvent il faut faire peur. Moi, je pense qu'il faut donner la bonne information. Parce qu'il y a un emballement médiatique derrière, moi je dis ça, la Covid, vous comprenez pourquoi? Parce que le D c'est pour disease qui veut dire maladie. Pour la Covid-19, ok? Il y a un tel emballement médiatique que lorsque vous regardez le taux de létalité, il y a une publication qui a été faite hier dans le journal Lancet, l'un des plus grands journaux médicaux, ils le savent. Ils ont démontré qu'en réalité, le taux de létalité, c'est-à-dire que sur 100 personnes qui attrapent le virus, combien de personnes meurent? En réalité, ça ne vaut pas 1%. Mais ça, c'est de bonnes informations qu'il faut donner aux gens. Qui meurt de la Covid-19 pour le moment? Ce sont les personnes qui ont un système immunitaire un peu affaibli, les personnes âgées, les personnes qui ont des conditions préexistantes, c'est-à-dire que d'autres maladies sous-jacentes, etc. Donc moi, je pense qu'il faut donner la bonne information aux populations pour que les populations observent les bonnes pratiques d'hygiène et de distanciation plutôt que de vouloir déplacer le problème. Parce que qu'est-ce qui arrive? Vous avez vu, il y a un pays en Afrique centrale qui a essayé de faire le confinement total pendant 1 jour. Rapidement, ils sont revenus sur la décision parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils risquent de faire face à une criminalité grandissante. Nous savons tous que quand vous videz les rues, ce sont les criminels qui vont occuper ces espaces. Et vous savez aussi que quand vous ne pouvez pas apporter à manger aux gens que vous confinez par force chez eux, mais il y aura des émeutes de famine. Est-ce que les conséquences ne seront pas plus dramatiques que les conséquences qu'on va vivre avec la Covid-19? Et pour peut-être résumer tout ça, moi, dans mon cours de génie chimique, il y a la sécurité dans tout ce qu'on fait, n'est-ce pas? Dans la gestion d'une crise, on nous a appris qu'il ne faut jamais céder au piège des 3 P. La peur, la psychose et puis la panique. Quand vous cédez au piège de ces 3 P, vous n'allez pas prendre des décisions cohérentes, vous n'allez pas prendre les bonnes décisions. Et ça, les conséquences peuvent être plus dramatiques que la crise que vous êtes en train de gérer. Donc, il faudrait que nos pouvoirs publics fassent attention. D'accord. Voilà. Merci, Dr Ba. Monsieur, il ne nous reste plus que 4 minutes. Et donc, à chacun 1 minute. Docteur Koné, quel appel à l'endroit de tous pour éviter le pire? Mon appel va être très simple. Mon appel, ça va à l'endroit surtout de la population. C'est de respecter les mesures de prévention, les mesures de prise en charge, que la population adhère à ces mesures. Donc ça, c'est mon dernier mot. Aujourd'hui, on est en face d'une pandémie. Et pour le moment, pour le Covid-19, on n'a aucun médicament curatif. Donc c'est la prévention et c'est la gestion des cas. Donc adoptons de meilleurs comportements. D'accord. Merci, Dr Koné. Dr Soumaré. Et moi, je commence d'abord par vous remercier et dire aussi aux populations maliennes
effectivement de respecter les mesures et surtout, je m'adresse aux autorités et d'associer les secteurs privés. J'ai vu le ministre de la Santé rencontrer les patronats. J'aurais aimé qu'il rencontre les secteurs privés, qu'il rencontre l'ordre des médecins. Quand même, nous sommes en première ligne. Et j'aurais aimé avoir les autorités sanitaires visiter les structures de santé, publiques et privées. Et aussi qu'on échange nos idées et nos pratiques. Par exemple, moi, au niveau de ma clinique, ça fait 3 semaines, quand on hospitalise un patient, c'est interdit de lui rendre visite. Certains n'étaient pas contents au départ. Ils disent, c'est ça, ça à prendre ou à laisser. Parce que une chambre d'hospitalisation où il y a 5 personnes, 10 personnes, et voilà, on favorise la transmission. Aussi, je dis aux uns et aux autres, tous ceux qui me connaissent, je ne suis pas que clinicien, j'ai une ONG, nous sommes en train de travailler à faire une réflexion stratégique et mettre à la disposition des autorités les fruits de nos échanges sur cette pandémie qui en réalité est à la limite la 3e guerre mondiale. Donc nous sommes dans une guerre, il faut faire face et il faut avoir peur, mais il faut respecter aussi les consignes. Pour le moment, donner des autorités, j'espère que ça va évoluer. Merci, Dr Soumaré. Dr Toumagno. Merci beaucoup, cher Dissa. Et mon ami a parlé de guerre. Et en guise de rappel, la grippe espagnole de 1918-1919 a fait plus de 50 millions de morts et a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole. Pourquoi? Parce que les États ne s'étaient pas concertés, etc. On parle de grippe espagnole, tout simplement parce que l'Espagne, à l'époque, a décidé de compter ses malades. La grippe est partie des États-Unis, notamment de Kansas. D'accord? Donc, il faut tirer toutes les leçons des épidémies passées. N'est-ce pas? Ça, c'est vraiment intéressant. Deuxième chose, en matière de politique publique, politique de santé, etc., l'État en général a 2 leviers. N'est-ce pas? Levier sur le problème, donc sur l'épidémie, ou levier sur le comportement des gens. Dans notre cas, l'État n'a pas de levier sur le problème épidémique, n'a pas de réponse. Donc l'État va faire, c'est une dimension, c'est assez connu dans la théorie sociologique. L'État va agir sur le levier comportemental. Alors, j'invite les autorités, j'invite le ministère de la Santé, les partenaires à lancer une étude d'envergure dans le pays pendant la crise socio-anthropologique pour comprendre les pratiques sociales et aussi après la crise pour accompagner. Ça, c'est important et c'est ça en tout cas, on a commencé au niveau de l'HSP. Merci beaucoup. Merci, Dr Toumagno. Dr Ba. Oui, merci Robert. J'aimerais juste dire, c'est une crise dont les conséquences sont redoutables, donc il faut que les gens fassent attention au niveau individuel et effectivement aussi collectivement. Il ne faut pas que cette crise donne lieu à des polémiques, parce que ça n'aide personne. Mais pour cela, il faudrait que les pouvoirs publics, parce que c'est eux qui ont tous les leviers de la gestion de la crise, il faut que les pouvoirs publics facilitent la tâche. Il faut prendre des décisions cohérentes et puis en concertation avec tous les acteurs de la société. On ne doit pas négliger les religieux, on ne doit pas négliger les opérateurs économiques, on ne doit pas négliger les citoyens, et puis tous les autres spécialistes qui sont interconnectés à cette maladie. Donc ça, c'est très important, afin que les décisions qui sortent soient des décisions cohérentes. Parce que si les décisions ne sont pas cohérentes au niveau politique, c'est là que les citoyens, c'est là que la désobéissance des citoyens vient. Et ça, on ne le souhaite pas, parce que c'est une crise, tout le monde sait que on ne sait pas quelles sont les conséquences qui nous attendent, on espère que c'est le meilleur qui nous attend. Mais quand même, il faut qu'au niveau politique, les décisions soient vraiment des décisions objectives, et puis des décisions aussi basées sur ce que dit la science, pas seulement sur des conditions politiques. Donc ça, c'est très important pour aider la population, pour aider à avoir l'adhésion de la population. Ça, c'est très important. Maintenant, j'aimerais aussi, ça c'est mon côté environnemental qui parle. Donc il faudrait vraiment multiplier les campagnes de sensibilisation et d'hygiène. Vous savez vous-même comment nos espaces sont sales, manque d'hygiène partout. Donc ne serait-ce que éduquer les gens à éviter de cracher dans les rues, déjà, c'est quelque chose qui est très important. Donc,
campagne de sensibilisation, d'éducation, mais la bonne information. Il ne faut pas créer la panique ou bien la peur au niveau de la population, encore moins la psychose. Mais il faut être aussi au niveau gouvernement cohérent dans les décisions pour qu'il y ait l'adhésion populaire. Et on n'est contre personne, on dit ce qui est bon pour le pays. Voilà, merci Dr Ba. Mesdames, Messieurs, coronavirus au Mali, comment lutter contre le mal était notre thème de ce soir. Et pour en parler, nous avions eu l'immense plaisir de recevoir 4 éminents docteurs pour discuter sur la question. Il s'agit de Dr Sidi Ba, spécialiste en génie environnemental, maître de conférence à l'IPR ISFRA de Katibougou, Dr Bakari Toumagnon, socio-anthropologue de la santé, expert en santé publique internationale, promoteur de l'EHESP Mali, école privée des hautes études en santé publique du Mali, Dr Moussa Kone, spécialiste en santé publique, sous-directeur de la lutte contre la maladie à la direction générale de la santé, et Dr Modibo Soumaré, médecin, promoteur de la clinique Défi Santé. Messieurs, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Quant à vous, merci de rester toujours fidèles au programme d'Africable Télévision. Nous nous reprenons vendredi prochain pour une autre émission Théma. D'ici là, portez-vous bien, passez un agréable week-end. Au revoir.